quand on dit je dois ma carrière à ma maîtresse. Donc ça, je l'ai vu dans aucune interview, aucune émission. Jamais vous n'entendrez Zinedine Zidane déclarer « C'est à cet entraîneur que je dois tout ». Cette phrase, il ne l'a prononcée dans aucune interview, ni sur aucun plateau. Suite au décès de Roland Courbis, Zinedine Zidane a finalement brisé son silence avec des mots inattendus. Il aura donc fallu attendre sa disparition pour que le mutisme de Zidane prenne fin. Durant plusieurs décennies, il s'est muré dans un silence de marbre, choisissant d'ignorer les piques, les reproches à mots couverts et les souvenirs, parfois ambigus que Roland Courbis distillait habilement sur les plateaux de télévision. Mais cette fois-ci, la donne est différente. Ce n'est pas un simple hommage posthume. La déclaration audacieuse de Zidane vient bousculer l'ordre établi. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps? S'agissait-il de pudeur, d'une vieille rancœur, ou bien d'une vérité trop compromettante pour être exposée de son vivant que dissimule ce message sibyllin, publié à peine quelques heures après l'annonce de sa mort? Et, par-dessus tout, quelle faute Courbis avait-il commise pour s'attirer un mutisme si prolongé, suivi d'une prise de parole si méticuleusement orchestrée? Le 12 janvier 2026, la nouvelle a l'effet d'une bombe dans l'univers du football hexagonal. Roland Courbis n'est plus. Il s'est éteint des suites d'une crise cardiaque. Ancien joueur, coach emblématique et consultant aux répliques devenues cultes. Il tirait sa révérence après une carrière jalonnée de triomphes et de polémiques. Toutefois, bien avant de devenir cette voix, incomparable de RMC, Courbis était l'enfant des quartiers nord de Marseille, un lieu où il avait compris dès son plus jeune âge que le respect s'acquiert, soit par la force, soit par une parole sans filtre. Venu au monde en août 1953 à Marseille, Roland Alexandre. Courbis a été élevé dans un milieu où le football représentait bien plus qu'un simple loisir. C'était une véritable porte de sortie. Détecté précocement, il rejoint les effectifs de l'Olympique de Marseille durant la décennie 1970, en tant que défenseur intransigeant et parfois chambreur. Il multiplie les contrats avec divers clubs français comme Ajaccio, Sochaux, Monaco, et s'offre même une parenthèse en Suisse, au FC Sion. Si son parcours de joueur fut tout à fait respectable, c'est véritablement en tant qu'entraîneur qu'il s'est imposé comme une personnalité majeure du football français. Dès ses premiers pas dans sa nouvelle carrière de coach dans les années 1980, Courbis affirme une méthode qui lui est propre, autoritaire, implacable et souvent théâtrale. Il appréciait les fortes têtes, exécrait les âmes sensibles et ne tolérait aucune forme d'insubordination, que ce soit à Toulon ou plus tard à Bordeaux. Il se bâtit une renommée de meneur d'hommes exigeant mais perspicace. À Montpellier, on le vénère tel un messie, et à Marseille, il entre dans la légende, avec ses parts d'ombre et de lumière. Mais derrière l'image du tacticien de génie se cachait un individu obsédé par la maîtrise totale, celle du vestiaire, celle des médias, et surtout celle du récit de sa propre histoire. Courbis possédait une mémoire infaillible et une rancune particulièrement coriace. Il n'oubliait jamais ceux qui, à ses yeux, ne lui avaient pas rendu l'hommage qu'il estimait mérité, et au sein de ces non-dits qu'il jugeait assourdissants, celui de Zinedine Zidane résonnait plus fort que tous les autres, un silence qui s'étendait sur 30 ans. Zidane, cet autre enfant de la Castellane, tout comme lui, ce jeune prodige de Cannes qu'il aurait potentiellement pu, ou peut-être même dû, modeler selon ses propres principes. Ce même Zidane, devenu une icône mondiale, mais qui n'a jamais, au grand jamais, mentionné le nom de Courbis dans la liste de ses mentors. Quelle en est la raison? Que s'est-il véritablement tramé entre ces deux figures marseillaises aux trajectoires si dissemblables? Comment expliquer que l'un soit devenu le symbole de la discrétion, tandis que l'autre maniait le verbe comme une arme redoutable, au cours des années 1990, alors que la carrière de Roland, Courbis prend son envol sur les bancs de touche des plus grands clubs. Un nouveau talent commence à émerger, Zinedine Zidane, ce jeune milieu de terrain formé à l'AS Cannes, ébloui déjà par sa lecture du jeu, bien qu'à cette période, rares sont ceux qui le considèrent comme un potentiel ballon d'or. Courbis, de son côté, observe la situation de très près. D'après de multiples témoignages, recueillis dans les médias sportifs, l'entraîneur aurait eu l'occasion de collaborer avec Zidane, ou tout au moins de participer plus activement à son développement, une chance qu'il n'a pourtant pas saisie. Pourquoi?
Certains de ses anciens collaborateurs soutiennent que Courbis jugeait Zidane trop réservé, manquant de l'étoffe d'un meneur d'hommes. D'autres sources vont encore plus loin, faisant allusion à des frictions latentes entre leurs cercles respectifs dans la cité phocéenne. L'explication la plus largement admise demeure celle d'une incompatibilité fondamentale. Si Zidane incarnait la grâce, la discrétion et la réflexion intérieure, Courbis, lui, représentait l'exubérance verbale, la ferveur et la confrontation. Deux natifs de Marseille, deux parcours, deux conceptions radicalement opposées de la réussite. Au fil des années, ces divergences ont fini par créer un véritable abîme entre eux. Courbis, devenu une figure médiatique grâce à son légendaire franc-parler, se transforme en vedette des médias. Son mandat à la tête de l'Olympique de Marseille de 1999 à 2000 restera comme l'une des périodes les plus mémorables, une finale de Coupe de l'UEFA, des discours passionnés, mais également des suspicions de malversation financière qui allaient le hanter pendant de longues années. Pendant ce temps, Zidane explose au plus haut niveau à la Juventus avant de devenir un héros national en 1998 avec le triomphe des Bleus au Stade de France. Le décalage est saisissant pendant que Zidane gravit les échelons dans la discrétion. Courbis s'agite, au cœur de la tourmente médiatique, sur les plateaux télévisés. Courbis ne s'en est jamais pris frontalement à Zidane, mais il aimait distiller des commentaires énigmatiques, lançant des pics tels que « il y en a qui n'ont pas besoin de parler pour être considérés comme des saints ». Saint ou encore « le talent, c'est une chose, mais sans les tripes, un vestiaire ne te suit pas ». Des remarques qui, pour le grand public, paraissaient sans conséquence, mais qui, pour les initiés, désignaient sans l'ombre d'un doute le jeune prodige originaire de Marseille. Face à cela, la réaction de Zidane fut un mutisme absolu, aucune parole, pas la moindre insinuation. Durant 25 ans, il a laissé le silence s'exprimer pour lui, esquivant toute controverse, jusqu'à cette fameuse journée de janvier 2026 qui a tout bouleversé, dans un message d'une grande sobriété, presque glaciale. Zidane a finalement rompu cette loi du silence, un communiqué résonnant comme une libération, ou peut-être comme une vérité révélée après la mort. Cependant, s'agissait-il d'un adieu sincère ou de l'expression d'une vérité trop longtemps enfouie que seul le trépas a permis de dévoiler? Derrière ces quelques mots se dissimule ce qui pourrait bien être l'une des animosités les plus secrètes et personnelles que le football hexagonal ait jamais connues. À l'aube des années 2000, Roland Courbis était au fait de sa gloire, une notoriété qu'il devait autant à ses résultats sur le terrain qu'à la philosophie qu'il incarnait, une vision du football à l'ancienne, bâtie sur la sueur, l'autorité et des discours enflammés, qui résonnaient dans les vestiaires. Après avoir laissé son empreinte à Bordeaux et plus encore à la tête de l'Olympique de Marseille, il s'était imposé comme une personnalité majeure du monde du football en France. Son apogée fut sans conteste la saison 1998-1999 avec l'OM. Sous sa direction, le club phocéen se hissa jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA, une véritable épopée qui ranima la flamme d'une cité en quête de gloire depuis son triomphe européen de 1993. Courbis transcendait ses joueurs, instaurant une atmosphère électrisante, voire théâtrale. Lors de chaque apparition devant les médias, ses bons mots frappaient juste. Il ne parlait pas simplement. Il haranguait, il ne se contentait pas de commenter, il jugeait. Il ne se bornait pas à raconter une histoire, il l'imposait. À cette époque, les médias n'avaient d'yeux que pour lui. Il faisait la une de tous les journaux, RMC, Canal+, TF1, chacun sollicitait son opinion, y compris sur des thématiques éloignées de ses responsabilités directes. Il était devenu bien plus qu'un simple coach, une référence, une icône, une figure publique incontournable. D'aucuns le rapprochaient de Bernard Tapie pour son charisme et sa verve, tandis que d'autres le craignaient pour ses emportements mémorables. Les fans l'idolâtraient, les présidents de clubs le redoutaient. Son caractère était imprévisible, mais ses résultats probants, cette immense popularité lui conférait une sorte d'autorité qu'il s'était lui-même attribuée. Il n'hésitait pas à commenter les décisions des sélectionneurs, de l'équipe nationale, à questionner la stratégie des clubs concurrents et à distiller çà et là des insinuations visant des joueurs alors devenus sacrés. Au nombre de ceux-ci figurait Zidane,
Au cours d'une émission télévisée, en 2003, un journaliste le questionna au sujet du leadership discret de Zidane. Courby répliqua, le regard malicieux, évidemment, quand vous avez des Blancs ou des Thuram à vos côtés, on peut se permettre de rester en retrait. Une remarque qui semblait banale pour le commun des mortels, mais qui, dans le petit cercle du football, fut interprétée comme une pique à peine voilée sous des dehors humoristiques, une touche d'amertume. Il faut dire qu'à ce moment-là, Zidane était déjà champion du monde, champion d'Europe, lauréat du Ballon d'Or et une icône mondiale. Malgré tout, Courby ne se gênait pas pour contester, avec subtilité l'aura qui émanait de lui. Jamais de manière directe, mais à travers de petites piques révélant une certaine forme de dédain ou, dans le meilleur des cas, un profond scepticisme. Mais quelle était l'origine de ce ton ? D'où venait cette froideur manifeste dans ses analyses ? S'agissait-il d'une simple incompatibilité de personnalité, ou existait-il un passif plus ancien, plus intime, que nul n'osait aborder, alors que la France entière vénérait Zidane ? Courby paraissait déterminé à rappeler qu'avant d'atteindre le statut de légende, ce jeune joueur n'avait pas toujours fait l'unanimité, et certainement pas la sienne. Le 13 janvier 2026, 24 heures après la communication officielle de la disparition de Roland Courby, un message surprenant a été publié sur le compte X, l'ancien Twitter, de Zinedine Zidane, d'une sobriété remarquable, sans image ni émoticône. Quelques mots seulement, mais chargés de signification. Il y a des silences qui s'étendent sur toute une existence, et puis viennent les instants où ce même silence se transforme en réponse. J'ai gardé pour moi ce que je ressentais, mais ce jour est venu, je peux affirmer que toute la vérité n'a pas été révélée, repose en paix. Ce message a provoqué une véritable onde de choc. Les commentaires ont afflué par milliers, certains y ont décelé une forme d'élégance et de retenue, un dernier adieu, empreint de respect, d'autres, à l'inverse, y ont lu une attaque cinglante, presque chirurgicale, une sorte de « je suis au courant, mais je ne parlerai ». Jamais, dont la portée dépasse celle d'une confession ouverte. Les médias se sont immédiatement saisis de la tournure, toute la vérité n'a pas été révélée. Que voulait donc insinuer Zidane ? À quoi faisait-il allusion ? À une injustice subie par le passé ? À un événement secret qui se serait déroulé entre lui et Courbis. L'émission Téléfoot a même dédié une édition spéciale au décryptage de ce message énigmatique. Des archives ont été exhumées, parmi lesquelles une séquence de 1994 tombée dans l'oubli. Il s'agissait d'un reportage sur l'AS Cannes où l'on entendait Courby, en off, prononcer une phrase mystérieuse au sujet du jeune Zidane. C'est un joueur pétri de talent, mais il va devoir apprendre à s'imposer, sinon il finira par ne plus l'ouvrir. Au cours des jours suivants, d'anciens footballeurs et collègues de Courby ont à leur tour décidé de rompre le silence. L'un d'entre eux, préférant conserver l'anonymat, a confié au journal Le Monde « Roland n'a jamais digéré le fait que Zidane ne lui accorde aucune attention. Il répétait « Se plaignant, ce type vient du même coin que moi, et pas une seule fois il n'a mentionné mon nom. » Une autre déclaration, plus directe encore, révèle à quel point Courbis se percevait comme trahi. Il nourrissait le sentiment d'avoir été totalement gommé du récit de la réussite de Zidane. Par conséquent, il réagissait par des piques à peine voilées et des insinuations. Cependant, l'élément le plus déconcertant demeure un enregistrement sonore qui a été diffusé sur RMC quelques mois à peine avant le décès de Courbis. On peut y reconnaître l'ancien technicien s'exprimer, de manière presque chuchotée. Le vrai souci avec les gens du calibre de Zidane, c'est qu'ils vous effacent de leur mémoire dès que vous n'êtes plus utile à leur propre mythe. Et puis, un beau jour, votre souvenir leur revient, mais c'est seulement quand vous avez disparu. C'est à cet instant précis que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Le communiqué de Zidane pourrait ne pas être un simple hommage, mais bien une réplique, une contre-attaque tardive, d'une froideur extrême, et formulée au passé. C'était une façon de clamer « je n'ai rien oublié, mais je n'ai pas non plus pardonné ». L'opinion publique s'est alors scindée en deux. D'un côté, ceux qui défendaient Zidane, louant la dignité de sa réserve. De l'autre, ceux qui lui faisaient le reproche de vouloir solder ses comptes après la mort. Et de là, un soupçon commence à germer. Existerait-il un événement particulier, un instant charnière dont personne n'a jamais parlé ? Une offense, une
divergence profonde, une séparation tacite qui serait à l'origine de cette distance glaciale. Ce que peu de gens connaissent, c'est le fait qu'en 1992, une rencontre a été arrangée en marge d'un tournoi amical se déroulant à Marseille. À cette période, Zidane n'était rien de plus qu'un espoir du football, tout juste identifié par des recruteurs bordelais, Roland Courbis, qui officiait alors comme consultant et dénicheur de talents officieux pour plusieurs équipes du Sud, aurait été sollicité pour livrer son expertise sur une sélection de jeunes prodiges de la région, d'après les confidences d'un ex-membre de l'équipe de recrutement de l'Olympique de Marseille. Courbis aurait balayé d'un revers de main la candidature de Zidane. Ces mots, tels que rapportés dans une biographie non autorisée, auraient été « c'est un joueur ». Qui a du talent, c'est certain, mais il va devoir s'imposer, sinon il finira par être réduit au silence. Cette remarque, bien que jamais officiellement authentifiée mais fréquemment murmurée dans les cercles du football français, aurait profondément affecté Zidane. Et, même si cet épisode n'a jamais été mentionné en public, de multiples sources dans l'entourage de l'ancien Ballon d'Or soutiennent qu'il n'a jamais vraiment accepté cette rebuffade, non pas parce qu'elle aurait freiné son ascension, sa trajectoire exceptionnelle en témoigne, mais à cause de ce qu'elle représentait le rejet d'une personnalité qui peinait à être comprise et acceptée dans un univers peu friand des non-dits. Un autre fait, encore plus dérangeant, nous ramène au mondial de 1998. Au moment où Zidane se hisse au rang d'idole pour toute une nation, Courbis, lors d'une interview pour l'Humanité, lance une déclaration cinglante. Il a été performant, c'est indéniable, mais nous avons vaincu. Le Brésil en l'absence de Ronaldo, il ne faut pas l'omettre. Quelques journalistes y ont vu une simple remarque d'ordre tactique, mais d'autres observateurs, plus attentifs aux rivalités souterraines, y ont décelé une nouvelle manœuvre visant à diminuer l'importance de la contribution de Zidane. Durant 20 ans, Courbis s'est adonné à cet étrange double jeu, il était omniprésent, mais jamais physiquement aux côtés de Zidane. On ne le convie à aucune célébration partagée, on ne l'aperçoit jamais en coulisses lors des rencontres coachées par Zidane. Et, dès que l'on évoque l'ancien numéro 10 reconverti en entraîneur, ses réponses se limitent à des banalités ou à des éloges de façade. Il esquive le sujet, il dévie la conversation. La réalité, c'est que leur éloignement n'avait rien d'anodin. Il résultait d'indifférent, silencieux, d'une incompréhension initiale et probablement aussi d'une fierté blessée que les années n'ont pas réussi à guérir. Aux yeux de Zidane, Courbis personnifiait ce milieu du football à l'ancienne qu'il avait dédaigné. Et pour Courbis, Zidane représentait l'incarnation vivante de sa propre marginalisation dans la grande chronique du football hexagonal. Ainsi, lorsque Zidane rédige « Tout n'a pas été révélé ni exposé », il ne s'agit pas uniquement d'un tribut équivoque, mais bien d'une remise en perspective, une façon de mettre des termes sur une cassure datant de longtemps, de souligner qu'entre eux deux, il y a d'abord eu une connexion, suivie d'un mutisme, et pour finir, d'une réalité qui ne devait pas être dévoilée prématurément. Les ultimes années de l'existence de Roland Courbis sont caractérisées par un progressif retrait de la scène publique, lui qui régnait sur les émissions de radio, qui électrisait les ondes avec sa parole acérée, est devenu, petit à petit, une présence de plus en plus discrète. Les affaires judiciaires, en particulier, les dossiers de malversations financières et de management suspect au sein de divers clubs, finissent par le rattraper, bien qu'il n'ait jamais été sanctionné par de lourdes peines. Le soupçon lui reste attaché. Les sollicitations des médias s'espacent. Les équipes de football lui ferment. Leur porte et la relève des consultants, au discours plus policé et conventionnel, s'installe à sa place, dans sa sphère intime. Courbis continue de faire bonne figure. Il persiste à affirmer n'avoir aucun regret, soutenant que son parcours professionnel est son meilleur avocat. Pourtant, derrière cette apparence souriante, le fardeau de l'oubli se fait lourd. Ses proches décrivent un homme gagné par une amertume grandissante, obsédé par la sensation d'avoir été mis de côté. Il observait avec une irritation palpable les tributs rendus à d'autres personnalités du football tricolore, tandis que son propre nom paraissait sombrer doucement dans l'anonymat. À son entourage, il confiait régulièrement « Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de Zidane pour me faire un nom, mais lui, il aurait au moins pu avoir la décence de remercier. » Cette amertume ne fait que s'accentuer au fil du temps, surtout que Zidane, imperturbable,
maintient sa ligne de conduite. Aucune entrevue ne parvient à ébranler son calme légendaire, sa réserve habituelle, y compris lorsqu'on l'incite à commenter les coachs français. Il la tête Sauma se garde bien de citer des noms, d'alimenter les polémiques ou de mentionner les anciens, et jamais, à aucun moment, le nom de Courbis n'est prononcé. Ce silence obstiné devient, perçu par d'aucuns comme le véritable tourment de Courbis, le fait de ne jamais avoir été adoubé par celui qu'il voyait intimement comme son alter ego par les origines, mais son antithèse par la destinée. En 2025, la situation de Courbis connaît une dégradation fulgurante. De son état de santé, une affection cardiaque chronique le contraint à raréfier considérablement ses apparitions médiatiques. Au cours de l'une de ses ultimes prises de parole à la radio, une phrase sibylline lui échappe. « Lorsque je ne serai plus de ce monde, peut-être que d'autres réaliseront l'ampleur de ma contribution. S'agit-il d'un constat d'usure, d'une ultime provocation? Nul ne le sait, mais les auditeurs, attentifs, y décèlent le chant du cygne d'un homme qui sentait son départ imminent. Puis arrive janvier 2026. Sa disparition est annoncée via un communiqué laconique et sobre. Les marques de respect affluent, mais restent souvent très convenues. Une poignée d'anciens joueurs loue sa ferveur, des chroniqueurs évoquent ses traits d'esprit, mais il subsiste une lacune. Une sorte de malaise, comme si, même dans l'au-delà, Courbis demeurait une figure délicate à honorer, jusqu'à ce que Zidane prenne la parole, et à cet instant précis, la narration prend un tout autre tournant, car en brisant son mutisme, Zidane ne fait pas que créer un séisme médiatique, il installe une profonde gêne. Son message, aussi énigmatique que percutant, divise l'opinion. Certains saluent l'audace d'un homme qui affirme que toute la vérité n'a pas été révélée. D'autres lui reprochent une cruauté glaciale, un règlement de compte. Posthume. Les commentateurs s'écharpent. L'opinion publique s'interroge. Les mots-clics s'affrontent sur les plateformes. Numérique, #respecte Courbis, #le silence de Zidane, #pourquoi maintenant, au sein du cercle. Familial, les paroles de Zidane résonnent comme une offense. Un intime de Courbis déclare sous couvert d'anonymat, il a attendu que Roland soit dans l'incapacité de lui répondre. C'est bien plus simple ainsi. À l'inverse, d'autres y perçoivent un geste de lucidité. Zidane a simplement verbalisé ce que la majorité pensait en silence, mais en réalité, ce dernier duel, aussi subtil soit-il, expose la véritable essence de leur rapport, une communication impossible, sapée par les non-dits, l'ego et l'amertume, deux icônes marseillaises, deux philosophies de vie, deux dialectes incompatibles et une interrogation qui reste sans réponse. Si Courbis lui avait ouvert la porte, Zidane l'aurait-il franchie, ou était-ce déjà une cause perdue? Dès le départ, pour que ces deux personnalités puissent un jour se comprendre, certaines histoires sont vouées à ne jamais connaître. De conclusion sereine, celle qui unit Roland Courbis et Zinedine Zidane est de celle-là. Deux destins nés dans les mêmes rues ardentes de Marseille. Deux parcours qui se sont dessinés entre la craie des terrains et les flashs des projecteurs, mais qui n'ont jamais convergé. L'un a fait du verbe son étendard, l'autre du silence son armure. L'un a manié la parole comme un outil, l'autre l'a contenue comme un bouclier, et au terme de cette opposition de style, il ne demeure qu'une conclusion amère ni estime. Ni pardon, le message de Zidane s'inscrira dans les annales comme un coup de bistouri, une formule clinique, précise, délivrée comme un verdict. Était-ce pour lui une forme de soulagement, une revanche sophistiquée ou un ultime tribut masqué à un individu qu'il n'a jamais réussi à apprécier, mais qu'il n'a jamais pu non plus complètement ignorer les interprétations? Foisonnent, et c'est sans doute là que se niche toute la subtilité de leur relation dans l'incapacité de la cataloguer comme une simple rivalité ou une admiration secrète. Car en définitive, Zidane a dit peu de choses, mais il en a dit suffisamment, assez pour créer une fracture, assez pour nous rappeler qu'en marge des carrières glorieuses se cachent des blessures invisibles, des récits inachevés et des silences bien plus assourdissants que les éclats de voix. Dès lors, la question persiste: quelle est la valeur d'une parole qui émerge après la fin? Est-elle un réconfort ou une nouvelle blessure? Parler trop tardivement, est-ce s'adresser à soi-même ou à la mémoire des autres